c'est presque le roman que j'aurais voulu écrire, quoi. Mais c'est un roman vrai. Rien n'est inventé. J'essaie de reconstituer une vie. Je propose des hypothèses. C'est un travail d'historien. C'est une biographie fragmentée. C'est-à-dire que je ne commence pas par sa naissance pour arriver à sa mort, avec une introduction générale où j'expliquerai l'importance de ce personnage dans l'histoire turque, l'histoire ottomane. Non, je commence par la fin de sa vie, il a presque 50 ans. Et il y a un premier arc narratif qui consiste à raconter ce qui va se passer dans les semaines qui suivent, sa révocation. Qu'est-ce qui devient? Il y a un deuxième arc narratif, c'est-à-dire une deuxième période de sa biographie qui évoque son grand vizirat, c'est-à-dire pendant un peu plus de 2 ans, il a été à la tête de la Sublime Porte, donc ça a été le deuxième personnage de l'État, le lieutenant du sultan, et il a gouverné. Il a gouverné ce très très vaste empire, ce puissant empire qu'est l'Empire ottoman. Et donc j'étudie cette période de 2 ans. Et puis il y a un troisième arc narratif qui est sa vie avant la Sublime Porte, de sa naissance pour le coup jusqu'à sa prise de fonction. Donc il y a 3 arcs narratifs. Et puis il y a un 4e arc qui là me concerne directement et qui est l'histoire que j'ai vécue avec la famille de ce grand vizir, enfin les descendants de ce grand vizir, parce que c'était il y a plus de 2 siècles qu'il est mort. Et ce sont des descendants que j'ai rencontrés, c'est avec eux que l'histoire a commencé. Et en fait, je croise dans cette biographie cette histoire, l'histoire de cette famille, mon histoire avec eux, et notre travail ensemble d'une certaine manière. Parce qu'il a fallu retrouver ce grand vizir, suivre ses traces, aller dans son pays de naissance, dans sa ville de naissance, pour essayer de retrouver ce qu'était la mémoire de ce grand vizir. Donc ça, c'est le 4e arc narratif, qui est un arc contemporain, qui va à peu près du début de la recherche vers 2008 jusqu'à aujourd'hui en 2021. Donc c'est plus de 10 ans de recherche. Donc c'est une biographie qui a été conçue de manière absolument pas linéaire, absolument pas chronologique, puisque les arcs narratifs se croisent. En fait, il y a un cinéaste qui m'a inspiré, c'est Quentin Tarantino. C'est-à-dire, c'est une biographie qui fonctionne par volets, par différents chapitres. Alors, les chapitres comme dans un livre, et les chapitres comme dans un film. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que finalement, on a très très peu de biographies, de grands vizirs ou de sultans même, très peu de biographies ottomanes, parce qu'on a peu d'informations. Il n'a pas laissé d'écrit de sa main, on sait très peu de choses de lui, on sait ce qu'il a fait, on sait où il a vécu, mais il faut le situer. Et pour comprendre qui était cet homme, en fait, la seule solution, c'est de le comparer à ses prédécesseurs. Mais ce que j'essaie aussi de faire, c'est véritablement ça l'objectif de ce livre, c'est à partir de cette biographie de grand vizir, faire la biographie de l'Empire ottoman. Alors ça peut paraître assez prétentieux parce que c'est l'Empire ottoman, faire la biographie d'un empire, c'est quand même quelque chose de compliqué à imaginer, mais en fait, ce que je cherche à voir à travers cet homme, ce sont les Ottomans, ce sont les espaces qu'il a parcourus, c'est Istanbul, c'est le chemin de son exil. C'est le projet de ce livre, c'est d'écrire, de concevoir un livre très illustré. Il y a plus de 350 illustrations, beaucoup en couleur, beaucoup de cartes, beaucoup de représentations iconographiques, de l'univers de ce grand vizir, de son univers, de la manière dont il vivait, des tapis qui l'entouraient, les rideaux, quelles étaient les pièces dans lesquelles il vivait, et puis tous les objets qui l'entouraient, les armes, les bijoux, les cafetans. Quand on regarde un grand vizir, on voit bien, c'est frappant, surtout au XVIIIe siècle,
XVIIIe siècle occidental, XVIIIe siècle d'Ancien Régime, où on a des tenues en noir avec des perruques. Les ambassadeurs qui sont reçus à la Sublime Porte n'ont pas du tout l'aspect d'un grand vizir, ils ne sont pas du tout habillés de la même façon. Et donc on regarde un grand vizir à partir des représentations et on essaie de comprendre la manière dont sont fabriqués les tissus, d'où viennent ces tissus. Faire l'histoire d'un grand vizir, c'est faire l'histoire des tissus qu'il porte. Et pour comprendre la manière dont ces tissus ont été fabriqués, mais il faut vraiment s'approcher. C'est comme un zoom cinématographique. Il faut s'approcher pour comprendre la manière dont ça a été tissé avec des fils en soie, des fils en coton, des fils en or. Et à partir du moment où on s'approche, on va se poser la question de savoir d'où viennent ces fils. Ils viennent par exemple d'ateliers arméniens, les ateliers de Marash. Il y a une façon de coudre en point qui est très spécifique à ces ateliers. Et en même temps, il y a des matériaux qui sont des matériaux très divers, très colorés. Un grand vizir, c'est un homme de couleur. C'est un homme qui porte des vêtements très très lourds. Puisque ces vêtements sont lourds, il va se déplacer très lentement, avec beaucoup de prestance, beaucoup de majesté. Je travaillais chez un vieux monsieur qui était un grec de Turquie, qui s'appelait Taratoros, je peux le citer, et nous allions avec un ami éditeur, un collègue, travailler chez lui tous les vendredis. Et il classait tous ses documents dans des petites enveloppes. Il avait une bibliothèque d'enveloppes. Et en classant ces papiers, je suis tombé sur une généalogie. Je suis tombé sur une très grande généalogie ottomane, d'une grande famille et d'un grand vizir. Et j'ai regardé quel était le personnage le plus important de la généalogie. On appelle ça, les généalogistes parlent de probant, le probant de la généalogie. Et j'ai vu que c'était un grand vizir qui s'appelait Ali Mehmed Pacha. Ensuite, je suis rentré en France avec cette généalogie et je l'ai gardée bien précieusement pendant des années. Et puis une fois que j'ai publié ma thèse, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire. J'ai réfléchi à plusieurs sujets. J'ai repris cette généalogie, j'ai déplié cette généalogie. J'ai étudié cette généalogie pendant une petite année et j'ai essayé de trouver les personnes qui descendaient de cette généalogie. Et c'est comme ça que je suis tombé sur la famille. En fait, cette famille est une famille aujourd'hui. Alors il y a énormément de descendants de ce grand vizir, mais ceux que je connais, puisqu'on est à la 9e, 10e génération aujourd'hui de ce grand vizir, des descendants de ce grand vizir. Ceux que je connais sont on va dire des élites ancariotes, républicaines, associées au roman national de Mustafa Kemal, d'Atatürk. Donc on pourrait les qualifier d'une famille républicaine du XXe siècle. Bon. En même temps, c'est une famille qui est liée à l'histoire de l'Empire. Donc c'est une famille qui est liée aux Ottomans. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est le fait de croiser une famille de la République turque avec une famille d'Ancien Régime. Et le régime d'Ankara, le régime actuel, a beaucoup mis en valeur cette histoire impériale. C'est une histoire néo-ottomane. C'est une histoire qui a des enjeux très très importants parce que normalement il n'y avait pas de noblesse chez les Ottomans. Il n'y a pas de noblesse ottomane. Il y avait le sultan et ses esclaves gouvernementaux, les esclaves de la porte. Mais finalement, se sont constituées des noblesses néo-ottomanes, des familles qui aujourd'hui sont vues comme des familles nobles, des familles aristocratiques, alors qu'on est dans un régime républicain. Je crois qu'effectivement, ça éclaire ce que sont aujourd'hui les familles d'Ancien Régime dans un régime républicain. Il y a une trentaine d'années, il aurait été difficile de faire un livre qui soit à la fois un livre d'histoire ottomane et puis un livre d'histoire néo-ottomane, c'est-à-dire un livre qui raconte ce que sont les Ottomans aujourd'hui, dans la Turquie d'aujourd'hui.
Et effectivement, ces grandes familles, en liaison avec la famille impériale, le sultan a été envoyé en exil en 1922, comme beaucoup de souverains européens. La République a été créée en 1923. Le califat a été aboli en 1924, et donc le calife a été exilé. Et donc, une grande partie de la famille, enfin toute la famille impériale en fait, est partie en exil. Et il y a eu des lois qui ont permis les membres de cette famille, d'abord les membres féminins dans les années 1950, ensuite les membres masculins dans les années 1970, à revenir en Turquie. Et cette famille impériale a été très discrète jusqu'au moment où, à partir des années 1990, il y a eu un intérêt croissant pour la famille impériale et pour les grandes familles qui étaient alliées. Il y avait beaucoup de gendres du sultan qui étaient des hauts serviteurs de l'État et qui étaient alliés à cette famille impériale. Et avec l'instauration du pouvoir de l'AKP, donc du parti du président turc actuel Recep Tayyip Erdogan, à partir de 2002-2003, eh bien, il y a eu une mise en valeur de ce passé ottoman, en liaison avec l'identité islamique du parti actuellement au pouvoir. C'était un empire islamique. Donc tout ce qui se joue aujourd'hui, c'est ce lien entre ces descendants néo-ottomans, qui sont turcs, mais qui vivent dans le souvenir d'une gloire disparue, mais en même temps restaurée. D'une gloire disparue, d'une gloire impériale disparue en 1923, avec la création de la République, mais qui aujourd'hui est une gloire qui en plus fait l'objet de séries sur Netflix. Il y a beaucoup de séries turques, des séries historiques qui racontent les grands personnages de cette histoire ottomane. L'histoire de quelque chose de particulièrement violent qui arrive à ce grand vizir, c'est une histoire de la mise à mort. Alors je ne le raconte pas tout de suite au lecteur, je lui donne des éléments pour qu'il s'imagine bien que ce qui risque d'arriver à ce grand vizir destitué, c'est le pire de ce que peut arriver à un homme ou une femme, c'est-à-dire la mort, la mise à mort, l'exécution, une exécution capitale. Et effectivement, derrière tout ça, il y a toute une histoire de la violence, hein, à laquelle je fais allusion, de la violence politique, c'est-à-dire du fait que le sultan peut arbitrairement décider de la mise à mort d'un de ses serviteurs. Ce sont des esclaves gouvernementaux, ce sont des esclaves de la porte, des serviteurs de la porte. Mais c'est le sultan qui a un pouvoir de vie et de mort sur ses hauts serviteurs, qui ne savent pas ce qui va leur arriver. Et ce grand vizir ne sait pas ce qui va lui arriver. Mais il peut imaginer, et c'est l'intérêt de le comparer à d'autres grands vizirs qui ont vécu ça avant lui, qui ont été destitués, il peut imaginer au fil de son exil, quand il part au petit matin, il peut imaginer ce qui risque de lui arriver, c'est-à-dire perdre la vie. Voilà. Donc, et on comprend effectivement à la fin du livre que ce qu'il craignait est arrivé.